mes sites en ligne là et de voyager tout en travaillant. Et je me souviendrai toujours de ce gars qui je l'aimais pas déjà. Tu as réussi à construire une vraie communauté, soudée, engagée, sans montrer ta tronche. Ouais, et honnêtement, c'était un vrai régal de faire ça. Parce que très clairement, le SEO, c'est pas fait pour moi. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir là. On se connaît déjà un petit peu. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, on va te présenter, on va parler de ta vie et de ton parcours. Mais tout d'abord, je tiens à te remercier d'accepter de faire partie des premiers invités sur cette chaîne, sur l'intervieweur, sur cette chaîne YouTube, mais également podcast. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube bien entendu, et probablement sur TikTok, Short et le reste pour les Reels. Ça fait plaisir de t'avoir ici parce qu'en fait, je t'ai déjà interviewé il y a quoi? On en parlait en off juste avant, mais il y a quoi? Il y a 2 ans peut-être? 2-3 ans? Je crois qu'il y a 2 ans, ouais. Il y a bien 2 ans, il me semble, c'était en courant 2021. C'était tout au début que je me lançais sur Twitter, il me semble. Et merci à t'avais toi de déjà un m'accueillir petit aussi. peu, t'avais déjà quelques milliers de personnes qui te suivaient à ce moment-là. T'en étais pas aux 20 000 d'aujourd'hui, mais t'avais déjà un petit peu de monde qui te suivait. Et avant que tu nous expliques un petit peu qui tu es, il faut quand même, parce qu'on en parlait là, et je trouve que c'est intéressant, il y avait une particularité que tu avais par rapport à pas mal d'autres créateurs, même si un de tes potes faisait un petit peu pareil là-dessus, je crois. Peut-être qu'il continue d'ailleurs, je sais toujours pas s'il s'est réveillé là-dessus, mais tu montrais pas ton visage. Et c'est Non. rare. C'est rare. À l'ancienne, on était obligé de montrer notre visage, sinon tu pouvais pas créer de communauté. Et toi, tu as réussi à construire une vraie communauté, soudée, engagée, sans montrer ta tronche. Ouais, et honnêtement, c'était un vrai régal de faire ça. Parce que je l'ai expliqué, mais en gros, c'est pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je voulais repartir de zéro. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me connaissaient dans le monde du SEO savaient pas que c'était moi, et je pouvais dire ce que je voulais. Et on a tous le syndrome de l'imposteur. Moi, je l'avais à l'époque, et je me suis dit, ok, j'ai envie de voir ce que je vaux vraiment. Et du coup, Ta Twitter, carte de c'est du joker texte. ultime. Voilà, Twitter, c'est du texte. Je me suis dit, je vais me lancer sans montrer mon visage. Je vais dire tout ce que je sais. Je vais partager tout ce que j'ai à partager. Je vais m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Et au pire des cas, si ça fonctionne pas, personne sait qui je suis. Je ferme et je repars sur un autre projet. Et au final, ça a très bien fonctionné comme ça. Et je suis vraiment content d'avoir commencé sans mon visage. Ça a duré longtemps. En plus, t'es resté combien de temps? Parce que moi, l'interview que j'ai fait, c'était une des dernières vidéos avant que tu montes ton visage. D'ailleurs, t'avais même hésité en off juste avant le début de l'interview. À l'époque, tu disais, ah, je le fais pas. Non, c'est pas le moment. Pas encore prêt. Ouais, honnêtement, c'est bizarre d'en parler maintenant parce que je sais plus pourquoi j'hésitais à montrer mon visage. En fait, au début, je sais pourquoi j'ai commencé comme ça, mais je sais pas pourquoi à la fin j'hésitais à le faire ou non. Tu vois, j'avais envie aussi de choisir le bon moment, et en fait, choisir le bon moment, c'était de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, Bien pour sûr. attirer les personnes, tu vois, qui viennent sur YouTube. Donc, Ouais. ouais, je sais pas. Il y avait un petit effet Daft Punk, c'était assez marrant, enfin pour le côté vraiment le côté masque et on sait pas. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a beaucoup de gens qui se plaignent de créateurs qui fonctionnent juste grâce à leur tronche. Et je trouve ça magique parce que finalement, les gens ont été obligés avec toi de se concentrer sur le fond, même si c'était très organisé, que tu avais des threads qui étaient Twitter qui était très très performant, mais surtout très intéressant côté valeur. Mais ce que j'ai trouvé top, c'est que du coup, les gens ont tout de suite eu l'obligation de mettre le nez dans la valeur. Plutôt que de Ouais. partir de Twitter, chercher ta tronche, être à droite, à gauche, et que des gens t'aient découvert comme ça, je trouve ça magique parce que finalement, au-delà du fait que tu as une forte maîtrise, on le voit dans tes vidéos, des scènes, des interviews, de l'image, de ce que tu veux, mais que tu aies une telle maîtrise du fond, je trouve ça extrêmement intéressant. D'autant plus que, comme tu dis, tu repartais de zéro, et toi, tu as une expérience qui est très internationale. Alors là, en plus, tu t'adresses au marché français, qui est très particulier. Enfin, c'était assez osé de te relancer comme ça, surtout vu le public cible. Ça t'est Ouais. venu comment cette idée-là de taper le marché français alors que t'étais à l'étranger, je crois en plus. C'était un long cheminement où, si tu veux, moi, j'ai mon pote Yvan, du coup, Crypto Rouskov, qui commençait en même temps dans la crypto, et 2 autres potes aussi qui ont plus ou moins arrêté. Un est parti sur LinkedIn aujourd'hui, l'autre est reparti travailler. Mais en gros, on était 4 à se lancer en même temps sur Twitter. Et moi, j'avais Ok. vraiment, vraiment envie de partir sur le marché anglais.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais un autre compte avec mon prénom et mon nom, Florent Darroman, sur lequel j'avais déjà des personnes qui me suivaient et je tweetais principalement en anglais. Bah, j'ai commencé sur ce compte en anglais et j'ai commencé asynchrone en français. Et pendant un petit moment, j'ai géré les deux jusqu'à Ok. ce que je vois que en français c'était plus simple entre guillemets parce que j'avais mes potes, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp qu'on avait entre nous, qu'on se partageait les tips, qu'on se retweetait entre nous. Et en fait, ça m'a poussé à aller dans le marché français. Mais c'était un choix assez complexe parce que, comme tu dis, ma vie est en anglais. Ma fiancée, elle vient de Hollande. On parle en anglais tous les jours. J'habite à Bali depuis que j'ai lancé Twitter, enfin avant de lancer Twitter, mais ça fait 4 ans, 5 ans bientôt que je suis à Bali. Donc je parle anglais tous les jours. En fait, même tout mon network, il est en anglais. Donc c'était vraiment repartir à 0-0, c'est-à-dire pas beaucoup de connaissances en français, repartir en français complètement. Et comme tu le disais, moi j'ai un parcours international dans le sens où tout le contenu que j'ai bouffé depuis mes débuts, c'est tout le temps en anglais. Donc c'est compliqué aussi de faire la traduction de ce que tu apprends en anglais en français et essayer de faire passer un message, tu vois, avec des mots qui sont complètement différents. Donc c'était un challenge. Euh, je le regrette pas parce que ça a très bien Ça fonctionné allait en être France. ma question. Est-ce que tu le regrettais ou pas? Parce que la plupart des créateurs français qui sont internationaux rêvent de partir à l'international. Je parle d'un point de vue business, on en reparlera d'ailleurs, parce que je sais que c'est quelque chose qui te travaille et c'est quelque chose sur lequel je me suis déjà limé les dents, donc on va pouvoir en parler. Mais euh, du coup, tu te retrouves à cibler un marché français. Bon, d'accord, tu es français, tu penses en français, mais toute ta culture, du coup, est plus internationale. Tu cibles les Français qui sont pas réputés pour beaucoup payer, qui sont pas réputés pour mettre beaucoup d'argent dans les choses, alors que le SEO, à l'international, on voit des formations hors de prix, beaucoup de budget. Et toi, d'un seul coup, tu dis, non, la France, c'est audacieux quand même, quoi, je veux dire, comme choix. Tu veux me faire regretter, c'est ça? Non, au Non. contraire, je trouve ça très intéressant parce que t'es pas parti sur la facilité. La plupart des gens, c'était peut-être à tes yeux une forme de facilité à l'époque ou pas, mais c'est d'un point de vue business pur, c'est tout sauf facile, quoi. Je veux dire, tu démarrais un marathon sans avoir de jambes, quoi. Ouais. C'est tendu. Non, et puis il y avait toute une éducation à faire aussi sur Twitter, dans le sens où à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de threads. Les thread boys n'étaient pas encore arrivés. Il n'y avait pas beaucoup de contenu en France sur le business en ligne. Même si on l'a pas vu, enfin beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Sorcier de l'e-com, c'était un des premiers à faire ça sur Twitter. Et en fait, après, il a fermé son compte et il l'a recréé. Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup d'acteurs en France, donc c'était très simple de percer. Donc très simple de faire un 0 à 10 000. Par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai un plafond au-dessus de moi, c'est que je suis à 20 000 abonnés sur Twitter et c'est une galère sans nom à aller jusqu'aux 30 000. Les seuls qui ont 30 000, tu vois, dans le business en ligne, c'est soit des personnes qui sont parties dans la crypto, soit des très très gros acteurs, c'est-à-dire Oussama Hamar ou Yomi Denzel, qui ont simplement ramené leur communauté. Mais il faut C'est savoir que Yomi cross-platform. Denzel, voilà, Yomi C'est pas Denzel, il a parti de 1 toute. million d'abonnés sur Instagram, il a 30 000 abonnés sur Twitter. Donc, tu vois, pour te dire la différence entre les deux. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai un plafond au-dessus de moi et c'est contraignant. Et très honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de partir en anglais. Mais j'ai encore on va dire, le jeu à terminer en France et j'ai quand même envie de continuer. Et tu vois, depuis maintenant bientôt 4 ans que je suis sur Twitter, que je pousse à fond sur tout le monde du business en ligne en France, je commence à avoir des contacts, pas mal de contacts, et ça commence à être beaucoup plus facile d'aller chercher plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment une grosse notoriété entre guillemets en France. Donc ça, c'est l'idée, mais tu vois, quand on parle de personal branding, on dit souvent de faire du personal branding selon toi, c'est-à-dire personal branding, c'est toi. Et ma vie, elle est en français et anglais. C'est-à-dire que tous les jours, je partage entre les deux. Et l'idée, ce serait pourquoi pas de faire un compte qui parle aussi bien en anglais qu'en français. Et ceux qui ne veulent pas me suivre, tant mieux. Et ceux qui veulent continuer à me suivre, eh ben, tant mieux aussi. Et tu vois, l'idée, c'est aussi de pousser les Français à apprendre l'anglais. Et tu vois, il y a un gars qui Ok. le fait super bien sur YouTube, c'est Hugo Decrypt, par exemple, Hmm. qui tout simplement a interviewé Bill Gates en anglais avec des sous-titres français. Et Brad ça Pitt aussi, ramène, voilà, incroyable. ça ramène, tu vois, les Anglais, ça ramène les Français vers un contenu un peu plus anglophone.
Oui, c'est vrai qu'on a une carence énorme en France là-dessus. On n'est pas bon en anglais. Moi, je vois, avant de me mettre dans l'entrepreneuriat, j'avais pris un cours d'anglais dans ma vie au collège avant de m'enfuir. Euh, et c'était très laborieux. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus naturel, mais c'est vrai que c'est pas le cas de la majorité des gens. Donc, c'est vrai qu'en termes de ça, on pourrait le dire à notre public, entrepreneurial ou non, mais bosser l'anglais, si vous n'avez pas pu le faire, c'est une porte ouverte sur le monde qui est incroyable. Et c'est se priver de tellement d'opportunités de pas être foutu, ne serait-ce que de lire un petit peu l'anglais. Et maintenant, avec tous les outils qu'on a, c'est pas très compliqué de progresser par soi-même. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. J'ai vu un de tes tweets il y a peu de temps. Après, on va revenir sur tes business, sur ce que tu fais, etc. Mais c'est assez intéressant. J'aime bien aussi creuser les frustrations des gens. Euh, et j'ai vu que tu as expérimenté quelque chose que je pense qu'on a tous vécu, y compris quand on recommence quelque chose, c'est que tu arrives sur Instagram et personne te connaît, à part quelques mecs qui sont aussi sur Twitter, sachant que souvent la population d'Instagram n'est pas forcément la population de Twitter, euh, ou en tout cas c'est pas la même façon de le consommer. Et du coup, toi, tu débarques, c'est pas les mêmes codes, même si tu les connais. C'est bizarre quand même de redémarrer à zéro. Des fois, tu comprends pas, tu fais un post, tu te retrouves avec, j'en sais rien, 100 vues, 1000 vues, alors qu'habituellement, t'en fais un sur Twitter, ça se déchaîne derrière, qui va commenter en premier, enfin, tu vois. Comment tu le vis, ça? Faut savoir que ça fait quand même partie de ma personnalité. J'adore repartir de zéro. C'est un truc où, tu vois, si tu me rends compte dans un moment de creux, tu vois, dans le business, j'ai envie de tout revendre. J'ai envie de tout revendre, repartir à zéro. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Et du coup, repartir à zéro et de voir ça, de me prendre des murs, de voir que je poste un réel et il va faire quelques centaines de vues et tout le monde s'en fout, et ben ça me pousse à exploser Instagram. Où tu vois, c'est vraiment OK, et je suis pas connu, personne me connaît, bah mon but Ah c'est d'exploser Instagram. ouais. Ouais. Et c'est vraiment ça, et c'est l'ego, hein. C'est vraiment l'ego. Et une fois que tu as goûté à ça, je pense que tu as toujours envie d'aller chercher plus loin. Et oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver sur une nouvelle plateforme et que personne te connaisse, mais ça te pousse aussi à te dépasser, à réapprendre les nouveaux codes de la plateforme et voilà, recommencer de zéro, quoi. Ça va être un petit peu la même chose du coup pour le côté international. Tu parlais de tout recommencer, c'est vrai que je crois que j'ai cette maladie-là aussi. Pendant un moment donné, j'avais même viré tous mes contacts français LinkedIn. Je m'étais inventé un nouveau nom et je me suis dit, ce que je sais faire en affaires, je le fais en anglais. Alors que je parle pas anglais, on est d'accord. Donc tu vois le niveau de cingllerie. C'est un petit peu je comprends ce type de moteur et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnes dont la punchline de la chaîne, c'est des vies marquées par l'audace, mais je crois que ça te ressemble bien, finalement, de visualiser des opportunités là où d'autres verraient des freins. J'ai l'impression qu'on dirait que ça te met une petite tape et que tu dis, OK, maintenant c'est mon tour et j'arrive, quoi. Il y a une forme de combativité et ça se ressent dans ce que t'écris, dans tes newsletters à 50 que j'ai lu pendant un bon moment. Dans de toute façon, tout ce que tu as fait autour des makers, etc., il y a une forme de compatibilité alliée à de la bienveillance que je trouve très intelligente. Et effectivement, c'est même une culture qui est pas très francophone. On sent que tu es quand même influencé par tout ce qu'il y a autour de toi. Et dans ce cadre-là, comment tu t'es retrouvé à Bali? Parce que c'est énorme tout ce que tu fais, mais comment un Français, un gars de l'Hexagone se retrouve à se barrer à Bali, à être fiancé avec une Hollandaise, à faire du business en ligne, enfin, faire du surf, enfin, il se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ça arrive, ça? Alors, je me souviendrai toujours d'une conversation avec l'ex de ma cousine à mes 25 ans. C'était mon anniversaire. Tu vois, j'ai commencé le business en ligne assez tard. Et je me souviendrai toujours, c'était mon anniversaire. Et là, je parlais à mon cousin et je lui ai dit, voilà, mon rêve, c'est de continuer à faire ce que je fais, mes sites en ligne, là, et de voyager tout en travaillant. Et je me souviendrai toujours de ce gars qui je l'aimais pas déjà, et qui j'espère qu'il regarde ce podcast, et qui arrive dans la conversation, qui débarque dans la conversation et dit mais c'est impossible ce que tu racontes. C'est impossible de bosser et de travailler en même temps. Comment tu vas faire pour payer tes impôts? Comment tu vas faire pour trouver des clients, etc. Et j'ai dit tu vas voir, je vais le faire. Tu vois, c'est un truc qui va arriver. Et je sais pas, même pas un an après, j'étais déjà à Bali. Et en fait, je suis arrivé en 2018 à Bali pour la première fois, et c'est là où j'ai rencontré
ce milieu du business en ligne. J'étais avec énormément d'Australiens et d'Anglais qui faisaient des chiffres incroyables. Ils avaient 20 et quelques, ils avaient 21 ans ou 22 ans, ils faisaient déjà 6 chiffres par mois, 5 chiffres par mois, pardon. Et tu vois, c'était des trucs incroyables. Et en fait, ça a été mon premier pas à Bali. Et une fois que j'ai goûté à ça, je pouvais plus m'arrêter. C'est-à-dire que je voulais continuer à aller chercher plus loin, continuer à faire plus d'argent, à voyager encore plus et essayer d'ouvrir en fait toutes les portes qui sont possibles d'ouvrir. Donc, essayer en gros de tester toutes les opportunités possibles. Et ça a toujours été mon truc et c'est ce qui fait que j'ai vécu à pas mal d'endroits. Tu vois, je suis allé à Barcelone, j'ai fait 9 mois à New York. Après New York, je suis retourné à Barcelone. Je suis retourné en Thaïlande. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est le moment de repartir à Bali parce que je sais que j'avais eu un coup de cœur à Bali. Je suis venu à Bali. Pré-Covid, je rencontre cette fille qui est ma fiancée aujourd'hui avant le Covid. Tous mes potes partent, tous ses potes partent. Et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on rentre en Europe? Sachant que si on était rentré en Europe, elle serait retournée en Hollande et moi en France. Et on a tout simplement décidé de rester tous les deux. Et ça a été la meilleure décision de ma vie, quoi. On est toujours ensemble, on a un chien. Et voilà, tout va bien. Ouais, c'est une fois de plus, c'est de l'audace, c'est incroyable. Et si tu regardes bien dans ce que tu as dit avec ce mec que t'aimais pas là, il y a encore ce moteur de tu peux pas. Ah ouais, t'es sûr? Alors même si tu l'avais déjà en toi, hein, je dis pas, mais c'est ce sens de la contradiction qui est quand même qui semble extrêmement développé. Euh, c'était- comment dire? Tu parlais de portes ouvertes. Euh, j'ai l'impression que ce sens de la contradiction, ça amène aussi à pas mal de choses. Quand t'es entouré de personnes de 20, 21 ans qui se font plus d'argent euh, que se font nos parents en un an, c'est bizarre. C'est difficile de faire marche arrière parce que t'as l'impression d'avoir d'être tombé dans le terrier du lapin d'Alice au pays de merveille, quoi. C'est très étrange. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, attention. C'est un lot d'emmerde aussi incroyable et qu'on découvre au fur et à mesure. Mais comment toi t'as vécu cette découverte de finalement c'est peut-être pas que comme on nous l'enseigne à l'école, c'est peut-être pas que comme nous l'enseigne papa, maman, tonton, cousin, etc. Alors, déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais juste avant. En fait, moi, j'ai un type de personne que je déteste, c'est ceux qui cassent les rêves. C'est-à-dire des personnes qui vont voir un gosse parler de quelque chose et qui vont lui dire non, non, c'est impossible. Et tu vois, c'est ça qui m'a toujours poussé à prouver à ces personnes que non, c'est possible. Parce que je sais au fond que j'ai toujours été rêveur et je sais que quand je rêve de quelque chose et que je le visualise, je peux y arriver. Et ça, c'est un truc que j'aimerais montrer à beaucoup de gens à travers tout le contenu que je partage, c'est que c'est possible. Si tu as quelque chose qui est dans ta tête, tu as une idée, tu arrives à la visualiser, si tu te mets à travailler, tu vas la réaliser. C'est comme ça que tu as des énormes entreprises qui sont créées, c'est comme ça qu'on est allé sur la Lune, c'est comme ça que Elon Musk va nous amener sur Mars. C'est simplement une idée que tu as dans ta tête et si tu passes à l'action, tu peux la réaliser. Et ça, tu vois, ça a été mon moteur tout le temps. Tu vois, quand je disais ce gars-là là, qui me disait c'est pas possible, euh, j'ai envie de lui prouver que non, c'est possible. En fait, tous ces casseurs de rêves, ils sont au quotidien dans notre vie. Parfois, ils le font pour nous protéger. Tu vois, ça peut être nos parents, ça peut être nos proches, ça peut être nos potes. Parce qu'en fait, ils comprennent pas ce qui se passe dans une personne qui fait que rêver au quotidien comme moi. En fait, ils comprennent pas que ces choses-là sont possibles. Donc, ils essayent de te ramener dans leur monde dans lequel tout est sécurisé et tout est possible et l'impossible, non, 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 on va pas essayer. Et tu vois, ces personnes-là, en fait, elles empêchent des gosses de réaliser leurs rêves, elles empêchent des pères de famille de quitter leur travail et de tester quelque chose de nouveau et peut-être s'épanouir. Et en fait, ces personnes-là empêchent énormément de personnes de vivre la vie dont ils ont toujours rêvé et surtout d'être heureux tout simplement. Et tu vois, ça, c'est mon combat au quotidien, c'est de faire ça. Et plusieurs fois, je me suis pris la tête avec des personnes, notamment, tu vois, sur Twitter, les gourous du SEO, les cheveux gris du SEO, qui Et il y en a beaucoup en voilà, France. qui continuellement arrivent avec le arrêter l'édition de site, c'est pas possible, ça fonctionne plus.
arrêtez Internet. Enfin, tu vois, ils sont tout le temps Ah, c'est négatifs, très tout le temps dogmatique, hein. négatifs. Et je C'est déteste ça affreux. parce que si tu es jeune et que tu es encore faible mentalement, c'est pas péjoratif, hein, mais tu vois que tu es encore jeune, t'es pas encore assez mature et que tu as un gars qui a de l'expérience dans le métier que tu aimerais faire, qui te dit n'y va pas, c'est mort, et bah forcément tu as beaucoup de chances d'arrêter. Et ça, c'est dommage parce que ce gars-là qui a 18 ans ou 19 ans, il va probablement jamais réaliser ses rêves à cause d'une personne pessimiste, négatif et peut-être un peu trop réaliste. Et ça, tu vois, c'est vraiment mon moteur tous les jours, c'est d'aider les personnes qui sont rêveurs comme moi à réaliser leurs rêves. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est marrant parce que tu décris tout à l'heure une vision qui fait il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées comme ça. Et je trouve que tu le formules extrêmement bien. C'est à la fois parce que ça répond très bien à ma question et je t'en remercie. Mais c'est surtout que c'est très vrai, c'est très compliqué parce que on vit tous avec notre paradigme finalement, sauf qu'il est influencé par celui des autres. Si on le laisse se faire influencer, après on peut choisir qui influence notre vie finalement ou non. On choisit qui nous entoure et on choisit qui on écoute. On choisit pas qui on entend parce qu'il y a toujours du bruit autour. Mais au milieu de ce bruit-là, c'est vrai qu'on peut choisir certaines voix plutôt que d'autres qui vont finalement nous influencer. Et il est clair et net que on arrivera toujours plus loin en écoutant tous les jours des gens qui ont fait les choses, pas seulement qui le disent, mais également les gens qui disent tu peux y arriver, plutôt que quelqu'un qui te dit tu vas te foirer, tu vas te foirer, tu vas te foirer. Oui, tu vas te gameler à un moment donné si les gens te disent que tu vas te gameler. Et que surtout si tu as le malheur de te concentrer sur eux. C'est... Et effectivement, je suis d'accord avec toi, parfois ce sont les gens qu'on aime simplement parce qu'ils veulent nous protéger et que pour eux, la vie est comme ça et il est inenvisageable que la vie puisse être autrement. La preuve, les premières personnes qui gagnent leur vie sur Internet, enfin les premières fois qu'on gagne notre vie sur Internet, tout le monde, les amis et la famille, quand on en parle, c'est où est l'arnaque, où est le problème. C'est bizarre, même si maintenant ça se démocratise bien et tu participes à ça, euh, à cette popularisation quelque part et aussi à cette vulgarisation aussi quelque part de l'entrepreneuriat en expliquant hey, c'est possible, c'est pas quelque chose Mhm. d'obscur, c'est pas quelque chose de mystique, c'est d'abord comme tu le dis une vision et puis le passage à l'action. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des visions et qui malheureusement n'ont pas l'audace ou le coup de pouce. Et j'ai peur, comme tu le dis, que certaines personnes, à force d'être négatifs, à force d'être soi-disant pragmatiques, mais ils sont surtout c'est casse-pied pour être poli, mais c'est des emmerdeurs finis en fait, c'est pas possible. Quand t'as un rêve et quelqu'un vient et te chie dessus, là tu fais moi, je voulais juste rêver. Et en fait, c'est pas. Voilà. C'est violent hein, quand même ce que tu racontes. On parle de rêve, mais c'est d'une violence rare pour les gens. Ouais, bah tu vois, enfin, quand je dis, tu vois, ce gamin qui est encore faible, moi, ça m'est arrivé et je dis pas, peut-être que je peux peut-être le remercier, mais tu vois, il y avait mon oncle qui, lui, était un très bon chef. Tu vois, c'était un cuisinier, il a fait des très bonnes écoles dans l'hôtellerie, etc. Et moi, je sais pas, il y a un moment où j'étais, ok, j'aimerais bien être chef, je pense. Et en fait, il m'a pris entre quatre yeux et il m'a dégoûté de la cuisine en 2 secondes. Il m'a C'est dit, ouais, mais tu incroyable. sais ce que c'est être être chef, c'est travailler les week-ends, c'est travailler pendant que les autres profitent. C'est, il m'a dit tellement de trucs qui m'ont dégoûté de la cuisine. Et ça se trouve, aujourd'hui, je serais peut-être, je sais pas, un chef étoilé en France. Tu vois, personne ne le saura. Mais j'étais tellement jeune et tellement naïf par rapport à un adulte, tu vois, qui vient me dire, bah, fais pas ça, surtout qu'il avait l'expérience. Mais en Bien fait, ça, sûr. c'est son expérience à lui. Il y a des chefs, il y a des potes qui sont chefs, qui se régalent, qui ont des concepts, qui ouvrent des restos en ce moment à Marseille, à Paris. Ils se régalent. Mais tu vois, ça, je n'aurais jamais goûté parce qu'une personne m'a empêché de le faire parce qu'il était négatif et il a eu une mauvaise expérience là-dedans. Donc, il voulait la refléter sur moi. Il a Et fait ça, que c'est des... calquer sa vie sur la tienne. Ouais. C'est incroyable cette similarité. J'ai un oncle qui est chef cuistot, qui a été chef privé pour Rolex, et plein, il a eu pas mal de restos, etc. Maintenant, il en a, mais des beaucoup plus petits, beaucoup moins ambitieux, et même principe. J'ai voulu être chef, je lui en parle, j'ai 12 ans, il m'a dégoûté, il m'a pourri. Je lui ai redit ça une fois que j'étais adulte, du coup j'ai essayé. Bon, au final, c'est pas mon truc, mais je te jure, exactement le même process. Il m'avait juste dit, bah écoute, j'ai vécu en Australie pendant des années, j'ai vu l'Australie par une petite fenêtre parce que je faisais des heures de dingue.
je bossais pendant que ma famille se détendait. Noël, je le passais à bosser. Et ça m'avait dégoûté en me disant, mais c'est pas ce que je voyais, moi, de la cuisine. Je savais que c'était dur, mais j'étais prêt à aller bouffer de la difficulté, tu vois. Mais le problème, c'est que tu laisses pas aux gens la possibilité d'aller bouffer de la difficulté. Tu leur dis carrément, c'est pas pour toi. C'est trop dur. Mais c'est pas parce que c'est trop dur pour l'un que c'est trop dur pour l'autre, déjà. Et c'est pas parce que c'est dur que c'est pas bien. À un moment donné, on peut éprouver de l'épanouissement dans la difficulté. Sinon, il y aurait aucun entrepreneur. C'est impossible. Tout le monde abandonnerait au bout de 10 jours. C'est mon Tellement c'est quotidien. compliqué. Mais voilà, c'est une forme de résilience. On en voit dans beaucoup de métiers, finalement, dans beaucoup de métiers passion. La plupart des métiers qui nécessitent une forme d'excellence sont hyper durs. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'on se bouffe des baffes, mais faut croire qu'on aime ça, ou qu'on a appris que c'était normal, surtout, sans bouffer. Ouais. Alors que le monde classique nous dit, si c'est dur, n'y va pas. C'est pas bien de dire ça. Ouais, et tu vois, surtout avec, je trouve, il y a un peu une tendance aujourd'hui à, à pousser les gens, en fait, à ne pas les pousser dans la difficulté. C'est-à-dire, tu vois, tu dois faire vraiment ce qui te plaît, tu dois vraiment faire ta passion, mais le faire, voilà, si tu le sens pas, ne le fais pas, t'es pas fait pour ça. Et pour moi, tu vois, je suis un peu dans l'autre sens où j'accepte qu'il y ait une vague de difficultés avant de réussir quoi que ce soit. Et tu vois, typiquement, là, moi, j'ai passé les derniers mois, là, même toute l'année, en fait, jusqu'en août aujourd'hui, à bosser sur quelque chose de nouveau dans mon projet. J'ai eu beaucoup de bas, beaucoup de baisses de motivation, etc., parce que c'était compliqué. Mais je sais pourquoi je le fais. Je sais que Q4, à la fin de l'année, tout va payer et 2025 va être magnifique. Mais tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire non, ne fais pas ça. Enfin voilà, si c'est compliqué, n'y va pas. Ou enfin ouais. Donc, je suis assez C'est d'accord fou, avec toi. hein. C'est complètement fou. À part des carrières type médecine, etc., ou parce que tout le monde sait ce qu'il y a au bout. Et encore, même là, il y a plein de gens qui ne le deviennent pas par peur de la difficulté, alors que ça se trouve ici éclaterait. Je trouve ça très dommage. C'est pas étonnant qu'en France, on ait de moins en moins de, de médecins, d'architectes, etc., parce qu'il y a des longues études et on leur dit ah c'est long et compliqué. Et du coup, les gens font ah non, de la difficulté, je n'y vais pas. Alors que c'est là-dedans finalement tout. J'aime bien cette phrase qui dit que tout ce qui vaut la peine d'être obtenu s'obtient par la difficulté. Enfin, c'est difficile. Et c'est normal. Si c'est trop facile, c'est pas logique. Après, on peut faire les choses intelligemment avec le temps et l'expérience pour réduire la douleur, réduire la difficulté. Et ça s'apprend. Mais ça s'apprend avec des baffes, quoi. Ça s'apprend rarement par le fun. C'est surtout qu'au début, on a de l'audace, on a de l'enthousiasme, ça redescend, ça remonte. C'est aussi ce que j'aimerais faire comprendre aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir vivre à Bali comme ça toute l'année, pour vivre la vie que tu vis, c'est pas que des hauts, c'est que t'as de l'enthousiasme, mais il y a des jours entiers sur lesquels t'arrives pas à te motiver à bosser, où t'as plus envie, où t'as besoin de changer d'air, mais comme tout le monde, en fait. Tu vois, Simplement, tu lâches pas. j'en parlais à ma fiancée de ça parce elle a lancé un projet il y a 2 ans. Et là, elle était dans une phase qui était très complexe. Tu vois, phase, voilà, abandon, j'ai envie d'abandonner. Et je lui ai expliqué, J'abandonne ou je continue, toujours ce dilemme très, très voilà. compliqué. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais que si je te dis tout ça, c'est pas parce que je suis le grand gourou qui connaît tout, c'est juste parce que je suis passé par ce que tu es en train de passer maintenant. Et en fait, je lui ai expliqué étape par étape tout mon parcours entrepreneurial et à quel point je me suis pris des claques et combien de fois j'ai eu genre 0 € sur mon compte, 200 € sur mon compte, devoir retourner en France, la queue entre les jambes, trouver un taf, etc. J'ai eu tellement de difficultés pour en arriver où je suis aujourd'hui et j'espère que les difficultés seront un peu plus douces cette fois-ci, mais je sais que je vais en avoir encore. Et tu vois, un des meilleurs livres, je trouve, qui explique la difficulté entrepreneuriale et le fait d'accepter que les projets, c'est sur le long terme et que ça n'arrive pas en une nuit, c'est le livre de Phil Knight, Shoe Dog. Faudrait savoir, enfin, je sais pas le titre en France, mais c'est tout simplement l'histoire du créateur de Nike. Et ce livre, il te met une claque dans le sens où c'est pas du spoil, mais en gros, il y a un moment, il commande le premier exemplaire de chaussures. Il met un Mhm. an et demi, 2 ans, je crois, à le recevoir. Il y a tout le monde Oh, aujourd'hui le proto, quoi. voilà, il y a tout le monde qui abandonnerait. Tu vois, un gars qui veut faire du dropshipping, il abandonnerait. Il dit, j'attends pas 2 ans pour avoir juste un exemplaire.
Et en gros, ce livre-là, il te met un peu une claque dans le sens où, ouais, ça prend du temps. Et toutes les bonnes choses prennent du temps, quoi. Complètement d'accord. Bah tiens, j'en profite pour te poser une autre question parce que c'est lié avec le reste. On parlait de passion, on parlait de ce genre de choses. Moi, je fais partie des personnes convaincues qu'en fait, un domaine, tu peux en être passionné dès le début, mais c'est assez rare. Et en fait, tu commences à t'éclater dans un domaine quand tu deviens bon dans ce domaine. Je suis de cette école-là. Il y a d'autres gens qui disent, prends ta passion, fais-en quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a plein de trucs qui sont techniques. Tu vois, par exemple, le SEO, aucun gamin va te dire, alors moi, en fait, j'aimerais, ma passion, c'est le SEO et plus tard. C'est pas vrai, c'est pas ça. Par contre, une fois que tu commences à kiffer, une fois que tu commences à t'amuser, t'arrives, tu peux faire des choses qui sont extraordinaires. C'est vrai en entrepreneuriat, c'est vrai dans beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de prendre un sujet, de monter jusqu'à de l'expertise, même si ça le passionne pas, ou alors c'est vraiment de partir d'un kiff? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de partir d'un kiff, mais en fait, c'est juste la thématique. En fait, tu vois, si tu lances un site, par exemple, en édition de site, si tu lances un site et que tu le fais sur, je sais pas moi, sur le sport, sur la musculation et que tu détestes le sport, ça va être très très compliqué pour toi de réussir, même s'il y a énormément d'argent à faire. Mais en fait, si t'es pas passionné par le sujet, et tu vois, je sais qu'il y a un pote, par exemple, il avait commencé avec la perte de cheveux. Et pourquoi il a commencé par ça? Bah, il y a une grosse raison pourquoi. Et en fait, c'est que si t'es pas passionné par le sujet ou t'es pas intéressé par le sujet, ça va être compliqué d'avancer. Par contre, même si tu pars d'une passion, il faut accepter que le business, en tout cas être entrepreneur, il y a tellement de facettes qu'il y a beaucoup de facettes que tu vas détester. L'édition de site, c'est mettre en ligne des articles, c'est faire du netlinking, du maillage interne, tu vois, c'est des trucs qui me font pas kiffer. Mais par contre, le résultat final, voir les courbes grandir, ça, c'est addictif. Et tu vois, il y a énormément de trucs. C'est, tu veux lancer aujourd'hui je sais pas, un projet, par exemple, sur la musculation encore, et tu te lances sur Instagram, tu vas adorer regarder tes vidéos, tu vas adorer aider ta communauté pour qu'ils se lancent dans le sport et qu'ils deviennent plus healthy, etc. Mais par contre, faire du montage vidéo, ça va te saouler. Mais tu dois y passer parce qu'au début, tu n'as pas des dizaines de milliers d'euros sur ton compte. Tu ne peux pas payer un gars qui va éditer toutes tes vidéos. Donc, tu dois accepter ces phases-là où il y a plein de choses que tu vas détester. Et moi, par exemple, c'est la comptabilité, tu vois. C'est un truc, j'ai une horreur de ça La et j'ai phobie galéré pendant longtemps. administrative. Ouais. On est Mais donc nombreux. voilà, un sujet passion, ça aidera toujours à aller vraiment, vraiment loin. Mais par contre, il faut accepter que ce ne sera pas toujours rose et que tu auras des choses chiantes à faire, quoi. D'accord. Donc finalement, ce sujet passion, enfin l'aspect thématique, ça va surtout être pour tenir dans le temps, quoi. C'est pour rester discipliné. Ça va aider à, par exemple, tu l'as dit pour un site ou pour de la création de contenu, c'est quand même vachement plus simple de créer du contenu euh, pendant des mois, voire des années, quand tu t'intéresses vraiment au sujet. C'est surtout ça. Euh, ça se tient, effectivement. Surtout pour une première expérience, parce qu'après, je connais plein de gens qui ont des bises dans des sujets qui les passionnent pas complètement, mais ils ont appris à s'y intéresser, ils ont appris à creuser. Mais c'est vrai que pour des premiers business, c'est tellement dur. Quand je dis premier business, ça peut être même en auto-entrepreneur dans son coin, micro-entrepreneur, c'est pas la question, mais essayer de vivre d'une passion tout court, c'est tellement dur qu'effectivement, faut être passionné. Ça va dans les deux sens. Il suffit pas d'être passionné pour pouvoir en vivre. C'est surtout du travail dans la durée. Pendant combien de temps, toi, tu t'es accroché à un projet qui décollait pas? Peut-être qu'il a décollé, peut-être qu'il a échoué, c'est vraiment pas le sujet. C'est pour savoir pendant combien de temps tu as été assez maso ou résilient. C'est un peu pareil Euh, pour tenir dans le temps. alors, en fait, Histoire que les gens se rendent compte, quoi. ouais, j'ai eu tellement d'échecs, tu vois. Avant de commencer un business en ligne, j'avais essayé de créer des boîtes de souvenirs qu'on allait vendre dans des aéroports. Donc, tu vas à Ok. Tokyo, tu pars de l'aéroport, tu as une boîte, en fait, qui est faite avec tous les souvenirs de Tokyo, tu vois. Et en fait, c'était une idée qu'on avait parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de personnes qui partent de l'aéroport et qui ont oublié d'acheter des trucs, tu vois, etc. Bah, Qui t'achètes court au duty cette boîte, free t'as pour tout prendre la dedans. première merde qui En gros, passe. ça, c'était Ouais. l'idée.
On a poussé le projet pendant vraiment longtemps, on a fait toute la boîte, on a recherché tous les produits, etc. Et ça a duré des mois et des mois, voire un an, on n'a jamais lancé le produit. Donc Ok. ça, c'est en fait, c'est parce que humainement, en fait, ça matchait pas avec les personnes avec qui on bossait, c'était deux potes, et en fait, ça matchait pas et on l'a accepté. Mes sites, bizarrement, en fait, en SEO, ont toujours fonctionné, c'est-à-dire que j'ai jamais perdu de l'argent en SEO. Et Ok. ça, c'est quand même, c'est pour ça que j'aime bien mettre ce business en avant, tu vois, l'édition de site, c'est que si tu continues et tu es assez maso pour continuer, tu auras forcément un retour sur investissement. Et ça, tu vois, c'est un truc qui m'a plu dès le début. Alors, faut être patient pour que ça paye, mais ça payera toujours. Après, tu vois, il y a énormément de projets que j'ai lancés, encore une fois, qui ont foiré, mais on va dire qu'à chaque fois, je me donne quelques mois au moins pour voir si ça fonctionne et surtout voir si moi, je serais capable de tenir dans la durée. Donc c'est plutôt personnel en fait, c'est pas par rapport au projet s'il va fonctionner ou pas, parce que je suis persuadé que si tu as, encore une fois, si tu as une vision et que tu sais que ça va fonctionner, c'est qu'il y a d'autres personnes comme toi qui en ont besoin. Donc tu peux continuer, mais pour moi c'est plus personnellement, est-ce que je suis capable de tenir sur le long terme assez longtemps pour faire vivre ce projet. Et en général, c'est quand j'abandonne les projets, c'est quand je me rends compte que même moi, je suis plus trop intéressé. Ok. Et du coup, c'est peut-être une difficulté aussi pour toi, parce que comme tu me le disais tout à l'heure, t'aimes beaucoup redémarrer les choses. T'aimes beaucoup, du coup, tu fais partie des personnalités peut-être qui se lassent vite, ou en tout cas qui a Mhm. besoin d'avoir la flamme, sauf que la flamme, c'est celle d'une bougie. Donc à un moment donné, sauf si tu arrives à refoutre des bougies en dessous, il y a une date de péremption, si j'ose dire. C'est un compteur, quoi. Et on connaît rarement le compteur, on connaît rarement la vitesse avec laquelle elle va se cramer. Et c'est pour ça que tu te laisses quelques. C'est assez marrant parce que t'as vraiment la, on va dire le profil de quelqu'un qui serait tellement plus sur du SIA que du SEO, parce que le SEO justement c'est de la patience, c'est du le SIA tu peux faire une nouvelle créative tous les jours et au pire c'est pas grave, c'est poubelle, alors que le SEO tu t'appuies jour après jour sur les nouvelles pierres que tu mets quoi. C'est fou cette contradiction. C'est très contradictoire, effectivement. Et si tu veux, aujourd'hui, pourquoi les makers sont encore en vie? Moi, j'aurais pas abandonné. Enfin, si, j'aurais abandonné, pour être franc. C'est grâce à Quentin, mon partenaire. Et en fait, je me suis mis en partenariat avec un gars qui, lui, est OK de faire la même chose toutes les semaines, d'être Ok. organisé, de se préparer et de tenir un projet sur le long terme. Et ça a été la meilleure décision que j'ai faite il y a plus de 2 ans maintenant. En fait, lui, c'est grâce à lui que la newsletter est là toutes les semaines, c'est grâce à lui que des contenus sont publiés toutes les semaines, etc. Mais très clairement, le SEO, c'est pas fait pour moi. Et en fait, c'est plus j'avance et plus je comprends pourquoi je suis fait. Et c'est pour ça que je suis parti plus dans l'accompagnement et à ce que je fais aujourd'hui, faire du high ticket, c'est-à-dire, tu vas faire un vrai accompagnement, recruter une team qui va s'occuper de toutes ces personnes qui veulent se lancer en ligne. Mais aussi, il y a Avoir beaucoup l'aspect, d'impact à un moment donné, très voilà, gros impact. Ouais, je comprends. et il y a aussi l'aspect, bah, tout ce que j'ai appris, c'est tunnel de vente, publicité, VSL, closing, etc. C'est vraiment des choses que je suis en train d'apprendre, qui sont complexes, mais qui sont plaisantes parce que, comme tu dis, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que je risque plus rien, dans le sens où même si tout s'effondre demain, tu me donnes 3 mois, je recrée n'importe quoi et je te fais une VSL, quelques pubs, une page de vente et je me remets sur pied. Et ça, c'est quand même cool. Mais C'est bien, c'est l'expérience et la maturité, et l'expérience, c'est les compétences. Quand les gens parlent d'investir sur soi, c'est pas une blague. À un moment donné, c'est un truc qu'on peut pas nous enlever. Tiens, l'URSSAF peut passer par là, le Covid peut passer, le ou la Covid peut passer par là, un coup de pas de bol ou un gros client qui vous lâche peut passer par là. Ce que vous avez appris, c'est à vous. La capacité à oser, l'expérience, un sportif qui se blesse, il y en a qui arrivent à revenir dans le jeu ou qui arrivent à transposer tout ce qu'ils ont appris ou en grande partie dans autre chose, que ce soit l'état d'esprit, que ce soit la rigueur, que ce soit toutes ces choses-là, c'est quelque chose on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui nous sert à vie. Une fois qu'on a ouvert ces portes-là, elles se referment pas. Du coup, elles sont dures à pousser les premières, mais vraiment faut y aller quoi. Euh, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, je te propose qu'on passe du côté masterclass parce que je vois le temps qui défile et je t'ai promis de préserver au maximum ton temps.
Donc pour ceux qui nous écoutent, l'idée c'est très simple, c'est que là vous avez, je sais plus, 3-4 jours pour passer sur la masterclass. Vous pouvez venir la visionner gratuitement, donc il n'y a aucun souci pour ça, en échange de votre email. Et au bout de quelques jours, je vais la repasser en payante de manière à financer à la fois cette chaîne, rétribuer les invités parce qu'ils consacrent du temps et apportent beaucoup de valeur. Donc je trouvais ça sympa de renvoyer aussi un petit peu l'ascenseur là-dessus, et des dons à une asso qui changera une fois par an. En tout cas, je te remercie pour cette belle interview, pour le côté public. Un petit rappel de où on peut te retrouver, même si c'est pas très compliqué. Où est-ce que tu Ouais, veux qu'on te retrouve d'ailleurs, plutôt? ne me Qu'est-ce... retrouvez pas. Non, non, je suis disponible un peu partout. Florian Darroman ou asynchrone, ASYNCR0NE. Et en ce moment, c'est YouTube, Instagram, Twitter principalement. Et sinon, il y a mon Ok. site, c'est lesmakers.fr. Je mettrai tous les liens dans tous les cas en dessous pour les personnes qui veulent te retrouver. Mais n'hésitez pas à le chercher sur Internet, il est très très simple à trouver, c'est pas pour rien qu'il est dans le SEO. Et encore heureux. Merci à vous pour votre écoute, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite dans la masterclass.